Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bonjour à tous, il est midi et vous êtes sur Sud Radio pour découvrir pendant 1 heure le nouveau numéro de Y a pas d'âge, l'émission qui est là pour égayer vos dimanches en vous offrant des conseils et des infos autour de sujets qui nous concernent tous. Et aujourd'hui, Catherine, au sommet. Y a pas d'âge pour combattre la pédophilie et savoir protéger nos enfants. Attention à ces photos de vos enfants, petits-enfants, que vous postez sur les réseaux sociaux. Et c'était après les avoir trafiqués qu'elles peuvent se retrouver sur une plateforme pour pédophiles. Depuis 2022, les cas de pédophilie explosent en France. Et Internet est devenu, il faut le dire, un véritable supermarché pour ces prédateurs. On vous dit tout sur ce fléau qui nous concerne évidemment tous. Il n'y a pas d'âge pour survivre à la vie de famille. Comment éviter les pièges juridiques et administratifs si vous avez décidé de vous marier ou peut-être de vous séparer. On vous donne plein de solutions pour éviter de tout perdre. Il n'y a pas d'âge pour prendre soin de sa santé grâce aux plantes dès le Moyen-Âge. Sainte Hildegarde de Bingen savait tirer profit des bienfaits de la nature. On vous donne ses conseils pour être en pleine santé. Il n'y a pas d'âge pour trouver l'activité physique qui nous convient. Alors attention, même très bénéfique pour la santé, un sport peut s'avérer contre-productif s'il n'est pas adapté à nos divers critères physiques. Et nous recevrons, et nous sommes très heureux, Umberto Tozzi, l'homme aux 80 millions d'albums vendus, 2000 concerts donnés. De passage à Paris, le compositeur de Ti amo Gloria et tout a accepté de partager un moment avec les auditeurs de Y a pas d'âge. Sud Radio, y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour combattre la pédophilie et savoir protéger ses enfants. Alors en 2022, 300 Français étaient suspectés de commander des viols d'enfants sur Internet en échange d'argent et via le live streaming. C'est une pratique criminelle qui est vraiment en pleine expansion. C'est pour ça qu'on vous alerte ce matin. La pédocriminalité en ligne ne cesse de croître et la photo la plus anodine qui soit de votre petit-fils ou de votre petite-fille que vous avez postée sur les réseaux sociaux, eh bien cette photo elle a 94% de chances de se retrouver sur un réseau d'échange entre pédophiles. En 2021, 85 millions de contenus pédocriminels ont été détectés sur le net et c'est un chiffre qui double en moyenne tous les ans. 62% des contenus pédopornographiques en ligne sont hébergés en Europe et la France est 3e dans ce classement des plus grands hébergeurs de contenus pédocriminels en ligne. Pour parler de ce fléau, nous recevons aujourd'hui Sochita Sim, responsable de la mission sociale France de l'association Caméléon. Bonjour Sochita Sim. Bonjour Sochita. Bonjour David, bonjour Catherine. Alors Sochita, concrètement, comment la photo d'un enfant que je vais poster sur un réseau social du type Facebook, comment cette photo va devenir un outil pornographique pour pédophiles aguerris? Alors il y a des prédateurs sexuels qui naviguent en permanence à la recherche de ce type de contenu. Ils peuvent tout à fait voler votre photo sur différents comptes et ensuite ils ont des albums, ça peut être par âge, par sexe, par type d'environnement, à la piscine, à la plage, etc. qui va servir de matériau en fait pour se masturber dessus tout simplement. Donc ça peut être à usage privé ou alors s'échanger avec d'autres pédocriminels ce type de contenu avec des classements, etc. que ce soit sur le darknet ou sur des messageries privées tout simplement. Et est-ce que ça leur arrive de prendre la photo d'un enfant, de le mettre sur le corps d'un autre qui est dénudé ou qui est Tout à fait, des montages pédopornographiques, ils peuvent tout à fait le faire. En plus, avec l'intelligence artificielle, on peut aussi s'imaginer des scénarios qui vont être animés, on va dire, des films vraiment de vos enfants dans des situations sexuelles inadaptées. Non mais ça fait froid dans le dos quand même. Et alors, une fois que la photo elle a été postée, est-ce que les pédophiles ils vont avoir tendance à chercher qui est l'enfant, à essayer de rentrer en contact avec lui ou est-ce que c'est juste l'utilisation de son image? Alors ça va dépendre en fait s'il y a d'autres éléments qui sont associés à cette photo au niveau des comptes de ce que les parents postent. S'il y a des éléments d'information personnelle comme parfois l'école, les lieux de loisirs ou des éléments de recoupement entre l'entourage par les copains, etc. Oui, ils peuvent essayer de rentrer en contact soit avec l'enfant, soit avec les parents même. Il y a aussi des prédateurs qui se lient d'amitié avec des familles pour pouvoir accéder aux enfants. Alors, il y a une chose dont on parle jamais et dont vraiment il faut parler, c'est aux Philippines, il y a des milliers d'enfants pauvres qui seraient abusés, torturés et souvent avec le consentement des parents pour satisfaire via le live streaming, donc via des vidéos en ligne, les pulsions sexuelles de criminels et notamment français. Il y a eu 17 instructions qui ont été faites en 2022 sur ce sujet-là. On fait quoi à ces enfants dans ces vidéos ?
Alors en fait, il y a un commanditaire à l'étranger qui peut être d'un pays européen comme la France. Il va décrire en live les sévices sexuels qu'il aimerait qu'on inflige à l'enfant, qu'on le viole, qu'on le torture, parfois qu'on le mette à mort. Et que ce soit la famille ou des réseaux, ils vont le faire en direct contre quelques dizaines ou vingtaines de dollars sur ces enfants, avec des enfants très très jeunes, parce que ça équivaut quasiment à un mois de salaire pour des parents qui peuvent être issus de familles défavorisées par exemple, qui se rendent pas forcément compte, parfois pour leurs enfants quand il s'agit d'agressions sexuelles, et puis pour le reste, pour les mises à mort, c'est un autre niveau. Parce que vous qui avez accès à ces vidéos, vous les avez vues, moi j'en ai vu quelques-unes. Enfin, c'est absolument ignoble. Il n'y a pas d'autre mot. Oui, vraiment, on a vu que dans les contenus pédocriminels qui s'échangent, il y a vraiment un niveau d'atrocité qui explose, notamment pour des enfants de moins de 4 ans, qui est inédit en fait à l'heure actuelle. Les fournisseurs d'accès type Free, Bouygues et compagnie, et comme les sites de recherche, en fait, ils font quelque chose? Ils jouent un rôle quelconque pour éviter ça ou pas? Alors il y a les fournisseurs d'accès, il y a les plateformes, il y a aussi les plateformes de jeux en ligne. Il y a des efforts qui sont faits, mais pas assez par rapport à toute la pédocriminalité auprès de criminels qui pullulent. Donc clairement, il faudrait davantage de coopération avec les forces policières pour pouvoir identifier des adresses, identifier des agresseurs, avoir une approche proactive en matière de prévention, de détection et de suppression de ces contenus. Donc il y a clairement beaucoup plus de travail à faire. Il y a quelques efforts modestes qui sont faits, mais vraiment pas assez par rapport à l'ampleur du phénomène. Et alors, ces réseaux pédophiles français et européens, est-ce qu'ils sont forts? Est-ce qu'ils bénéficient d'une protection dans les administrations, dans la police, dans les instances judiciaires? Je pense notamment à ce qui avait été révélé par Carl Zero avec l'affaire du fichier Zandvoort, qui avait bouleversé l'Europe. Oui, est-ce qu'ils ont des protections, ces gens? Il y a des pédocriminels dans toutes les institutions, que ce soit en France ou en Europe, vous l'aviez dit, plus de 60% de ce type de contenus sont hébergés dans les pays européens, donc forcément, que ce soit dans la justice, la police ou même les gouvernements, les politiques, il y a des personnes qui sont infiltrées à ces niveaux-là. Et quand on voit le nombre de classements sans suite, qui est plus de 75% au niveau des procédures de violence sexuelle sur mineurs en France, effectivement, il y a du travail à faire et il y a des protections chez certaines personnes, et il faut vraiment pouvoir lutter contre ce phénomène. Et alors face à ce fléau, nos politiques, qu'est-ce qu'ils font ? Par rapport à la pédocriminalité, il y a notamment le laboratoire de la protection de l'enfance en ligne qui a été lancé en novembre 2022 par le président de la République, qui vise à inciter une meilleure coopération entre les institutions, les gouvernements et puis les acteurs du privé. C'est un début. Déjà, ce qu'il faut, c'est coopérer, mais on souhaite des réglementations plus fortes, notamment au niveau européen, pour contraindre vraiment les plateformes à lutter activement contre cela, à casser les chiffrements cryptés, par exemple, pour mieux identifier les personnes qui échangent ce type de contenu. Donc on attend notamment que la France se positionne en faveur d'une réglementation qu'on appelle le XAR, pour lutter contre les contenus d'exploitation sexuelle en ligne de mineurs avec d'autres pays européens d'ici 2026. Donc assez rapidement, on attend des actes et pas que des paroles. Mais on pourrait, si vraiment le gouvernement voulait passer à l'acte, on pourrait vraiment éradiquer ? Éradiquer, ça semblerait difficile, mais au moins contraindre davantage de coopération pour lutter et même à la base pour prévenir en fait ce type de choses. Là, comme vous l'avez dit, c'est un peu en freestyle au niveau du supermarché. N'importe qui peut tomber sur ces contenus, pas que sur le darknet, mais sur des plateformes comme X, Telegram, etc. Donc il faut pouvoir faire le ménage. Il faut qu'il y ait davantage de personnes mobilisées sur ces questions. Il faut qu'il y ait certains codes sources qui soient pas forcément en accès libre pour pouvoir justement utiliser ça pour se faire passer pour des enfants, par exemple, agresser des enfants ou utiliser des images, en faire des scénarios pédocriminels. Donc non, il y a des législations à renforcer à tous les niveaux. Et oui, c'est possible au niveau technologique de mieux lutter contre ça. Après, il faut aussi veiller à la protection de la vie privée des utilisateurs, mais la protection de l'enfance a besoin de mesures davantage ambitieuses. C'est clair, parce qu'en plus, si on regarde les chiffres, David le disait tout à l'heure, 17 procédures judiciaires qui impliquent 300 Français ont été ouvertes pour le seul phénomène du live streaming en plus. Donc, par rapport à l'ampleur que ça a au niveau national, ça paraît dérisoire, quoi. L'Office mineur en France reçoit 700 signalements par jour de contenu d'exploitation sexuelle en ligne de mineurs. Donc vous imaginez le chiffre par rapport à ça qui va au-delà du live streaming. Bien sûr qu'il faut davantage de moyens pour identifier ces enfants, pouvoir leur venir en aide et aussi arrêter leurs agresseurs. Donc oui, ça ne fait qu'augmenter. On a vraiment besoin de tout le monde pour pouvoir y parvenir, y compris des citoyens et des citoyennes d'ailleurs. Si jamais ils tombent sur ce type de contenu, il faut qu'ils puissent pouvoir le signaler à Pharos ou Point de Contact, par exemple. Tout le monde doit être solidaire. Alors, redites-le, on le signale où si on tombe sur ces contenus ?
Point de contact ou Pharos pour signaler des contenus pédocriminels en ligne. Alors, il y a une autre chose, c'est qu'on a tous un rôle à jouer dans ça, puisqu'on le dit depuis le début, la simple photo qu'on va poster pour que notre tante, grand-mère, cousine ou sœur puisse voir notre bébé peut se retrouver en ligne sur ces réseaux. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, en tant que citoyens, à quoi on doit être vigilant pour éviter que les photos de nos enfants se retrouvent sur ces sites ? D'une manière générale, il vaut mieux éviter de poster des photos de ses enfants. Il y a une nouvelle loi qui est passée en février 2024 pour garantir le droit à l'image des mineurs et à leur vie privée. Donc d'une manière générale, c'est vraiment limiter ce type de contenu. Les photos dénudées en maillot de bain, en juste corps, etc. Voilà. Paramétrer son compte en privé, sensibiliser aussi son entourage parce que parfois, nous-mêmes on est en privé, mais si on envoie une tata, une amie, une cousine, elles peuvent le diffuser plus largement. On n'est jamais à l'abri. Toujours se poser la question, la photo que je publie ou la vidéo de l'enfant que je publie, est-ce que ça pourrait lui porter atteinte aujourd'hui ou dans 10 ans, parce que voilà, la réputation numérique, c'est à vie. Oui. Et puis surtout, dialoguer avec les jeunes et les enfants sur le fait de protéger leur vie personnelle. Ça peut être compliqué quand nous-mêmes on les expose, d'où cette importance de l'exemplarité. Mais le dialogue et la prévention sont vraiment des mots-clés au-delà des paramétrages des comptes et des accès technologiques. Est-ce que dans ce que vous voyez, dans des photos que vous voyez sur lesquelles vous tombez, il y a des choses qui vraiment vous empêchent de dormir? Et est-ce qu'on assiste à une explosion de l'horreur sur l'utilisation de ces photos? Ce qui nous choque particulièrement à Caméléon, puisqu'on fait des actions de prévention en milieu scolaire, c'est que les enfants eux-mêmes sont exposés à ce type de contenu et pas que les adultes. Donc des élèves en école primaire ou des collégiens peuvent tomber sur des viols d'enfants sur des plateformes que j'évoquais tout à l'heure, donc sur le Clear Web. Et ça, c'est inadmissible parce que voilà, ils sont exposés à ce type de contenu. Et non seulement ils y sont exposés, mais il peut y avoir une banalisation de ces violences sexuelles, que ce soit par des jeunes ou des adultes qui, par rapport à cela, finalement, ne vont pas ressentir de l'horreur, mais vont banaliser ces images et ces violences sexuelles. Ce qui fait que tout à l'heure vous parliez de pédophiles, mais par rapport aux agresseurs d'enfants, il y a des pédocriminels, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas forcément une attirance exclusive pour ces enfants, mais qui par rapport à cet afflux vont être excités en fait par ce type d'image. Et selon l'OFMIN d'ailleurs, la moitié des personnes qui consomment ou qui visionnent ce type de contenu vont à un moment donné passer à l'acte et agresser des enfants dans leur entourage. Donc l'horreur, c'est ça, c'est que finalement par cette prolifération de contenus absolument abominables, il y a des tendances qui vont augmenter, que ce soit au niveau des jeunes ou des adultes, de ces attraits, on va dire, pour la pédocriminalité et du passage à l'acte de l'online à la vie réelle. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Merci, c'était très intéressant et franchement, on prendra des nouvelles de l'évolution de la situation parce que c'est vraiment un problème, c'est un vrai fléau, comme tu l'as dit. On va en parler plusieurs fois dans l'année. Merci Sochita Sim vraiment pour tous ces renseignements et sur les agissements des pédophiles en ligne. Merci de nous avoir éclairés. Et l'adresse de l'association. Eh bien, écoutez, alors si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller sur le site de l'association Caméléon qui depuis 1997 agit pour les droits de l'enfant et contre les violences sexuelles. Vous allez sur www.caméléon-association.org, www.caméléon-association.org. Il faut s'informer. Et on ne vous le dira jamais assez, soyez vigilants, il en va de la vie de nos enfants et de nos petits-enfants. Et regardez surtout la campagne et la page Le Partage où vous aurez plein de conseils pour mieux protéger les enfants, notamment sur les questions du droit à l'image. Merci beaucoup. Merci Sochita. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et dans un instant, nous allons vous faire découvrir qu'il n'y a pas d'âge pour changer de vie. Se marier, divorcer, faire attention à la garde de ses enfants, comment éviter les pièges juridiques et administratifs. On vous donne des solutions pour éviter de vous retrouver à poil. À poil, à tout de suite. Tout de suite. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans Y a pas d'âge sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Et tout de suite, mariage, divorce, enfant, y a pas d'âge pour se marier et divorcer ou divorcer. Alors comment éviter les pièges juridiques et administratifs? On vous donne plein de solutions pour éviter de tout perdre. Exactement, parce que dans la vie, eh bien, on traverse tous différentes situations. On opte pour différents types de mariages sans même en connaître les conséquences. Et comme le dit si bien Raphaël Rivet, notre invité, dans son petit guide insolent et pratique, pour vous dévoiler bien des conseils afin d'éviter des pièges, les pièges du mariage, du divorce. Comment bien procéder pour la garde des enfants. Bien, si vous avez décidé de franchir le pas, un mariage ou peut-être malheureusement une séparation, comment éviter de se retrouver dans une situation inextricable? Comment éviter les embûches? C'est ça, Raphaël. Bonjour. Bonjour. Bonjour Raphaël. Raphaël Rivet, vous êtes journaliste au Monde depuis plusieurs années, une trentaine d'années, je crois même. Comment survivre à la vie de famille est un livre plein d'exemples. Si vous vous dites, ça va être ennuyeux, 280 pages, pas
pas du tout qu'il n'y a que des exemples, que des situations dans lesquelles on peut tous se retrouver à un moment ou un autre de notre vie. Alors, je me lance, Raphaël, avec la première question. Si mon mari décide de partir à l'étranger et me demande de le suivre, vous me dites qu'il faut absolument que je lui fasse mettre noir sur blanc qu'il m'impose de partir. Alors pourquoi ? Absolument. Bien sûr, si le fait de le suivre vous impose à vous une rupture de votre propre carrière. Alors pourquoi ? Parce que à l'heure du divorce, lorsque les anciens amoureux seront devenus les pires ennemis, et ne pas mais non, hein. Et lorsque le mari devra payer une prestation compensatoire, c'est-à-dire un capital, pour faire simple, à son ex-épouse et qu'il n'en aura aucune envie, eh bien, il dira « mais c'est elle qui avait fait le choix de me suivre et d'arrêter de travailler ». Et pourquoi est-ce qu'il va dire ça ? Parce qu'il faut savoir que les juges qui allouent cette prestation compensatoire, ce capital, au plus pauvre des deux, donc souvent la femme, ils prennent en compte les choix professionnels qui ont été faits pendant la vie commune. Ils cherchent à savoir si ces choix étaient communs au couple ou personnels. Alors, le mari dira « c'était un choix unilatéral, elle n'avait pas envie de bosser, elle s'est fait entretenir », et la femme devra prouver le contraire. Je donne dans le livre, je donne plusieurs exemples d'ailleurs qui montrent et puis que c'est difficile, notamment celui d'une infirmière qui avait suivi un mari cadre supérieur en Thaïlande. Et là, la cour d'appel d'Amiens, grâce à l'ensemble des éléments qu'elle a pu fournir, et là, il faut dire que l'avocat aussi, ça compte avoir un bon avocat, mais grâce à ça, la cour d'appel a jugé qu'elle n'aurait pas pu forcément retrouver un emploi à Bangkok, et ce d'autant plus que les 3 enfants étaient en bas âge à l'époque, et elle condamne le mari à lui verser 280 000 euros. Pas mal. Ce papier, il faut le signer chez un notaire, chez quelqu'un d'officiel, ou un simple papier suffit ? Écoutez, moi, à mon avis, un simple papier suffit. Après ça, si vous voulez aller chez le notaire, on va pas vous en empêcher, mais déjà, avoir le papier, ce serait déjà bien. Bon. Alors, il y a un passage très croustillant, moi j'aime beaucoup dans votre livre, sur le devoir conjugal. Est-ce qu'il est vraiment obligatoire, ce devoir conjugal ? Alors en fait, déjà je vous signale que la notion de devoir conjugal ne figure pas dans le Code civil. En revanche, la réponse à votre question a évolué avec le temps parce que la Cour de cassation a longtemps jugé que consentement au mariage égale consentement aux relations sexuelles. Et elle a opéré un revirement de jurisprudence en 1990 à l'occasion d'une affaire horrible. On avait un mari qui avait ligoté, torturé sa femme avant de lui imposer des actes de pénétration, en plus avec des objets, je crois. Et pour le procureur de la République, dans cette affaire, c'était seulement des coups et violences accompagnés d'actes de barbarie, mais en aucun cas un viol, parce qu'il ne pouvait pas y avoir de viol entre époux. Tant pis s'il y avait eu les critères du viol, violence, contrainte, menace. Et la Cour de cassation a tenu bon, elle a dit si. Moi, j'estime qu'il y a les critères de viol, j'estime qu'il peut y avoir un viol entre époux. Et à partir de là, le législateur a consacré l'évolution jurisprudentielle en 2006 à l'occasion du vote de la loi qui réprime les violences au sein du couple. Alors, malgré ce contexte qui est très clair, il y a eu des décisions qui ont semblé légitimer le devoir conjugal, qui ont condamné des femmes, mais aussi des hommes, David, qui refusaient les rapports sexuels. Là, voilà, c'est mon cas. Je ne suis pas un homme facile, c'est mon cas. Ils ont jugé que les attentes de l'épouse étaient légitimes, car les rapports sexuels sont l'expression de l'affection que les époux se portent mutuellement. D'accord. Et pour terminer sur ce chapitre, en 2019, la Cour d'appel de Versailles a jugé qu'une femme qui avait refusé des relations depuis une quinzaine d'années, mais dans un contexte, semble-t-il, difficile, je crois qu'elle n'a pas très bien su se défendre, que ça constituait une violation grave des devoirs du mariage. Le pourvoi en cassation a été rejeté et la personne est allée, avec le soutien d'associations féministes, devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui n'a pas encore jugé l'affaire. Alors, on dit souvent, on se marie, c'est pour la vie. Alors bon, évidemment, aujourd'hui, on a différents exemples qui prouvent que non. Mais si on voulait faire annuler son mariage, est-ce que c'est possible? Et si oui, dans quel cas?
Alors, c'est possible pour de bonnes et de mauvaises raisons. Alors, si on parle tout de suite des mauvaises raisons, je pense, et peut-être que vous faites allusion à ça, c'est quand un homme refuse de payer la prestation compensatoire et qu'il se dit, mais ça me coûterait tellement moins cher de faire annuler mon mariage que de divorcer. Et notamment, dans le livre, il y a l'exemple du monsieur, l'affaire du mariage à Las Vegas. Donc, en cours de divorce, un époux prétend découvrir que dans sa jeunesse, sa femme avait sacrifié au rite du mariage en 10 minutes à Las Vegas. Et du jour au lendemain, il l'accuse d'être bigame. Ah. Voilà, et heureusement pour elle, donc les juges vont dire qu'elle n'avait pas d'intention matrimoniale lorsqu'elle avait sacrifié à ce rite du mariage en 10 minutes. D'ailleurs, elle n'avait jamais fait transcrire l'union sur les registres de l'état civil, donc il va perdre le mari. Mais non, on a aussi des exemples d'enfants qui font annuler le mariage de leur père, que je pense à l'affaire Régis Barnier, Oui. ben voilà, qui constate que son père s'est marié avec le fils de sa compagne, sans doute pour assurer l'avenir de la jeune femme, mais surtout aussi pour priver ses propres enfants d'une part d'héritage. On peut faire annuler le mariage lorsqu'il y a inceste, bien que le mot ne soit jamais prononcé dans le code civil. Donc, je donne des exemples de difficultés entre beau-père et bru. Et d'une manière générale, on peut faire annuler le mariage pour défaut de consentement. Le mot de consentement, on en parle depuis Vanessa Springora, consentement, etc. Elle a popularisé ce mot. Oui. Mais il est dans le code civil, il est au fondement du code civil. Il n'y a pas de mariage s'il n'y a pas de consentement. Et donc, une femme qui vient dire après s'être mariée, mais il n'y avait pas de consentement, on m'a forcé à me marier au Maroc, moi je l'aimais pas, on m'a marié de force, ou même une femme qui, on a dans l'exemple une femme qui a tué son mari, elle l'avait épousé pour son argent, elle le tue, et une fois qu'il est mort, je crois que c'est le procureur de la République qui poursuit et qui obtient l'annulation du mariage. On a aussi souvent le cas d'une femme qui se rend compte, c'est souvent une femme, qu'elle a été épousée pour ses papiers. Et donc, elle peut demander l'annulation du mariage et elle l'obtient pas systématiquement, elle l'obtient si le juge constate qu'en effet, au jour du mariage, il n'y avait pas d'intention matrimoniale. Attention, si le juge dit c'est juste l'échec d'un couple, et il ne va pas annuler le mariage. Et une chose à laquelle il faut faire attention aussi, c'est la prescription. La prescription, elle est de 5 ans après le mariage. J'ai dans le bouquin l'exemple d'une jeune femme qui demande l'annulation et c'est 5 ans et 1 jour. Voilà. D'accord. Alors, il y a une chose, moi, qui m'intéresse, Raphaël. Est-ce qu'il vaut mieux divorcer en ayant chacun son avocat ou en ayant le même avocat ? Ah non, il faut divorcer Alors, il y a plusieurs cas de figure. Donc, dans le divorce par... Très rapidement, vraiment rapidement, parce qu'on est sur la fin. Alors, par consentement mutuel, il n'y a plus de juge, mais il y a 2 avocats, c'est nécessaire. Et vaut mieux pas prendre 2 avocats du même cabinet pour éviter les conflits d'intérêts. Divorce judiciaire, c'est obligatoire d'avoir 2 avocats. D'accord. Bon, bah écoutez, alors franchement... Moi, j'ai appris plein de trucs. Honnêtement, Raphaël Rivet, merci pour ce livre. Comment survivre à la vie de famille aux éditions Buchet-Chastel. Une mine de réponses pour éviter les pièges. Que vous ayez à vous marier ou à vous séparer, que ce soit au niveau de la garde des enfants. Franchement, on ne s'ennuie pas 5 minutes. Ah non, on ne s'ennuie pas 5 minutes. On se régale en lisant votre livre. Absolument. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à vous. Merci. Au revoir, Raphaël Rivet. Au revoir. À très bientôt. Alors, nous sommes ensemble jusqu'à 13h, Catherine. Et dans un instant, il n'y a pas d'âge pour trouver l'activité physique qui nous convient. Alors, attention, même très bénéfique pour la santé, un sport peut s'avérer contre-productif s'il n'est pas adapté à nos divers critères physiques. Exact. Et juste après la pub, il n'y a pas d'âge pour tout savoir sur ces plantes qui nous soignent. Sainte-Hildegard de Bingen au Moyen-Âge. Elle utilisait déjà les bienfaits. Alors, on va tout vous raconter. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Bienvenue dans Y a pas d'âge sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Et avant de vous guider sur le choix de votre activité physique en fonction de votre âge, eh bien, Catherine, vous allez nous parler de Hildegard de Bingen. Voilà, Sainte-Hildegard de Bingen. Voilà, qui est née en 1098 et qui s'est intéressée très
très tôt aux bienfaits des plantes pour voir comment ces plantes pouvaient booster notre esprit et notre corps. Absolument, David. Sainte Hildegarde de Bingen, 10e enfant de la famille, qui va avoir d'ailleurs très tôt des visions. Et vous savez que ces visions, eh bien, elles ont été à l'époque reconnues authentiques. Et elle va très vite se rendre compte que l'homme peut se soigner physiquement, moralement, en puisant dans la nature tous ses bienfaits. Alors pour nous guider et nous aider à utiliser au mieux et au quotidien les recommandations de Hildegarde de Bingen, Paul Ferris, écrivain, expert en médecine naturelle, nous livre un magnifique ouvrage, l'herbarium illustré d'Hildegarde de Bingen. Bonjour Paul Ferris. Bonjour. Bonjour. Alors, Hildegarde de Bingen, c'est une femme qui va avoir beaucoup d'influence, tant au niveau musical que politique. C'est vraiment une femme de son temps. Qu'est-ce qui va l'amener à construire une véritable Bible des remèdes du corps et de l'esprit, et ce, tout au long de sa vie? Alors, tout a commencé par ses visions. Comme vous l'avez dit, Oui. elle a eu des visions, des prémonitions qui se sont révélées exactes dès l'âge de 3 ans. Donc, c'est assez extraordinaire. On ne peut pas dire qu'elle est truquée. Elle a, par exemple, deviné la couleur d'un veau à travers une vache gravide. Et la vache, effectivement, a donné naissance au veau de la bonne couleur. Donc, elle a tout de suite été repérée comme étant exceptionnelle. Et elle a été donc dans un couvent. Les couvents, à l'époque, s'occupaient bien sûr de l'éducation des jeunes filles ou de celles qui voulaient rentrer dans les ordres, mais aussi soignaient les humains, les gens, les passants, tout le monde. Donc, elle a été prise dans ce bain-là, donc à la fois soigner, aider les autres, et avoir le sentiment d'une mission divine. Oui. Alors c'est là où elle découvre les plantes. Quelles sont les principales plantes préconisées par Hildegarde qui peuvent nous être utiles aujourd'hui au quotidien? Et pour soigner quels maux, Paul Ferris? Alors, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que Hildegarde a découvert ou redécouvert ou aidé à découvrir un certain nombre de plantes qui sont toujours utilisées aujourd'hui comme des plantes très importantes. Je pense par exemple au souci, qui est le calendula, qui est une plante que l'on utilise dans les crèmes aujourd'hui comme des crèmes réparatrices. Il y a tous les aromates comme le thym, le laurier, la lavande, le romarin. Il y a les épices, c'est particulièrement le galanga. Le galanga est c'est un rhizome, une sorte de gingembre. Oui. On en trouve aujourd'hui, il est d'ailleurs de plus en plus à la mode, on le voit dans de très nombreuses recettes. Il y a aussi le réfort dont elle disait beaucoup de bien, voilà, un petit peu toutes les plantes qu'elle mettait en avant. Mais vraiment, la science a prouvé, et ça on pourra l'expliquer si on a le temps, a prouvé les bonnes directions, les bons conseils d'Hildegarde de Bingen. En fait, elle va vite se rendre compte que la prévention de certaines maladies passe par l'alimentation. Mais les recettes, elles sont faciles à faire, pas trop compliquées? Alors, les recettes d'Hildegarde elle-même donne des recettes qui sont assez vagues. Elle donne pas vraiment les doses et certaines plantes ou certains ingrédients n'ont pas été identifiés. Donc mon travail a été de remettre un petit peu, si je peux me le permettre, si j'ose dire, un petit peu d'ordre dans tout ça, c'est-à-dire de le mettre à l'actualiser. Donc j'ai donné les recettes d'Hildegarde avec des doses. J'ai tous les ingrédients qui me semblaient, on va dire, dangereux ou bien inconnus ou suspects. Je les ai bien sûr éliminés. J'ai mis des ingrédients. Il y a des ingrédients qui sont aujourd'hui interdits, c'est-à-dire qu'on ne peut pas. Il y a certaines plantes qui sont interdites d'utilisation parce qu'elles sont trop dangereuses. L'aconite ou bien la ciguë, je conseille à personne d'en prendre comme ça dans des tisanes. Hein. Mais disons,
les recettes que je donne, qui sont celles d'Hildegarde, sont faciles à faire, bien sûr. Alors, il y en a quelques-unes. Allez-y. Moi, je dois vraiment vous remercier avant qu'on se quitte, Paul Ferris, parce que grâce à vous, j'ai vraiment découvert que la cannelle et le cumin étaient vraiment deux épices qui nous protègent contre les affections. Voilà, donc vraiment merci, et c'est un livre que j'ai trouvé mais très 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 utile, et je le dévore depuis que je suis tombé dedans. Ah bah écoutez, ça c'est une bonne chose. Merci. C'est une bonne chose. Merci. Merci Paul Ferry. Je rappelle votre livre L'herbarium illustré d'Hildegarde de Bingen aux éditions du Rocher. Vraiment un très joli guide, extrêmement bien illustré pour découvrir cette femme hors du commun qui nous livre vraiment des secrets de bonne santé. Alors et maintenant, Catherine, il est temps de retrouver notre spécialiste santé-beauté, notre kinésithérapeute sculpturale, voire herculéenne, Ariane Goldet. Et elle va nous parler de quoi, Ariane Goldet, aujourd'hui? Elle va nous dire comment choisir son activité physique en fonction de son âge. Vous savez pourquoi? Non. Eh bien, parce que selon le corps médical, l'activité physique est primordiale pour être en bonne santé. On le sait, c'est bon pour le cœur, mais ça permet aussi à tous nos organes d'être mieux irrigués. Ça a des conséquences immédiates sur le moral, le bien-être et au fil du temps, sur le physique. Vous avez compris qu'il fallait que vous mettiez au sport, c'est bien. En France... c'est ignoble. C'est ignoble. 2 personnes sur 3. Regardez-la avec ce sourire angélique, c'est ignoble ce qu'elle vient de faire. Je vais me mettre au régime. En France, 2 personnes sur 3 déclarent faire du sport. Si le sport est un excellent moyen d'éviter certaines pathologies comme les maladies cardiovasculaires notamment, on doit quand même trouver l'activité adaptée à ses besoins. Bonjour Ariane. Bonjour à tous les deux. Je vois Oh que vous êtes là en là, forme. on est très en forme, effectivement. Alors, c'est vrai qu'il faut quand même bien la choisir, cette activité physique. Oui, alors bien sûr, on choisit selon ses goûts, son mode de vie, sa santé, le temps qu'on peut y consacrer. Mais quoi qu'il en soit, il y a une grande tendance qui se dessine, c'est que tous ces sports et activités physiques qu'on faisait il y a quelques années, enfin qu'on fait toujours, style le crossfit, avec intervalles de respiration dur, ça. très très dur, très violent, ben ça, en fait, finalement, on les met de côté. Ça nous, c'est bien parce que ils entraînent trop de problèmes, c'est surtout des problèmes articulaires de choc. Et en fait, on s'est aperçu que de pousser à l'extrême son corps, ça n'a pas vraiment beaucoup d'avantages. Ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est la longévité en bonne santé, ce qui sous-entend des activités de faible intensité, moins violentes, mais qui mettent l'accent plus sur la flexibilité et la force. On recherche ce qu'on appelle maintenant le fitness fonctionnel, une activité bien-être pour entretenir son corps tout au long cours. Et on sait quand même toujours qu'il y a un tiers des adultes en Europe et aux États-Unis qui ne font pas assez de sport. Donc, il faut quand même s'y mettre. Et le minimum, selon l'OMS, c'est de 2h30 par semaine, ce qui, à mon avis, est le minima du minima. Moi, je pense que c'est 3h30 à 4h, c'est bien une bonne demi-heure par jour. Oui. Mais on compte les pas. Si vous marchez beaucoup, on compte ça aussi là-dedans. Alors, il y a une chose, Ariane, on voit une très très forte progression aux États-Unis du pilate depuis quelque temps. Est-ce que c'est bon pour la santé? Est-ce que l'engouement est justifié? Formidable. Pour moi, je suis une adepte du pilate depuis des années. Et je dois dire qu'en tant que kiné, c'est formidable. Ça m'a sauvé le dos. J'ai récupéré mon dos grâce au pilate après un accident. Pilate machine ou pilate Les deux. Pilate au sol, gym et pilate machine. Alors, c'est une activité qui se focalise sur le renforcement musculaire, la stabilité du tronc, ce qui est important après la cinquantaine pour améliorer l'équilibre et la mobilité. C'est très complet. Il y a des exercices musculaires de la respiration, de l'équilibre. Moi, je trouve ça formidable. On le pratique, comme vous l'avez dit, soit au sol, soit à la machine. En plus, vous avez des cours en salle, mais vous pouvez aussi le faire C8 à un cours tous les matins de pilote. Vous avez des cours sur YouTube. Pour moi, avec la natation et la marche, c'est ce qu'il y a de mieux, vraiment, pour être en forme. Passer la cinquantaine, et encore plus chez les femmes, parce que le pilate se concentre sur le périnée, musculation du périnée, qui est une prévention contre l'incontinence urinaire et les descentes d'organes. Et il y a une tendance en ce moment, non? Il y a bien une petite activité un peu rigolote. Il y a toujours une activité un peu tendance à la mode. Alors, ça s'appelle le hopping, et en fait, c'est l'ancien hula hoop que vous pouvez pratiquer. Vous l'avez apporté là pour David? Non, mais moi, je pense que...
c'est ma fête. Non. Je pense, alors, c'est l'art de faire tourner, vous voyez, le cercle autour des hanches pendant 45 minutes. Bon, vous faites quand même attention à votre dos, vous rentrez le ventre. Et vous avez des tutos, mon cher David. Oui, vous avez sur Internet, vous avez des tutos pour vous expliquer exactement l'art du déhanché, mon cher. Bon, alors, vous allez m'offrir un hula hoop toutes les deux pour la semaine prochaine. Non. Je te rapporte un hula hoop, ça c'est... Eh ben écoutez, merci beaucoup. Alors vraiment, Ariane, de m'avoir conseillé ce hula hoop. Alors Catherine, dans quelques minutes, qu'est-ce qui va se passer dans cette émission? Umberto Tozzi. Quoi, Umberto Tozzi sera avec nous? Tiens, évidemment. Ti amo, Gloria, tout. Non, je ne chanterai pas, mon cher David. Bon, on se retrouve pour un concert de Catherine juste après la pub. À tout de suite. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Merci d'être avec nous jusqu'à 13h sur Sud Radio. Aujourd'hui, pour conclure l'émission, nous avons l'immense plaisir de recevoir Umberto Tozzi. 81 millions d'albums vendus, 2000 concerts, des chansons mondialement connues, Ti amo, Gloria, tout. Et nous sommes très heureux d'être avec lui à l'Olympia. Bonjour Umberto. Alors bonjour Umberto Tozzi. Merci de nous recevoir dans cette salle mythique qu'est l'Olympia où vous venez de lancer votre tournée d'adieu, qui va être sur 3 continents et qui va durer pendant 2 ans. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est quoi la marque de fabrique d'Umberto Tozzi? Je sais pas. Je pense d'être un compositeur qui a écrit des chansons très 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 importantes pour ma carrière et aussi pour qui il a pleuré sur mes chansons et il a aimé mes chansons. Alors Umberto, pourquoi avoir choisi Paris avant d'annoncer votre tournée mondiale d'adieu à la scène? Être ici à Paris pour moi c'est une chose de vraiment incroyable parce que j'ai vécu une histoire et ma carrière très très importante parce que Paris et la France c'était la ville qui m'a donné la chance d'être un artiste plus pas seulement italien mais de la chance de devenir un artiste européen en avant et après international. Et alors, je dois dire merci à tout le monde il a travaillé pour moi, en France, pour m'aider à construire une carrière aussi longue. Et en plus, parce que Paris, c'est... l'Olympia, ici, dans la loge où on est, je suis venu il y a 2-3 mois, une chose comme ça, et on a fait le concert, en janvier, on a fait le concert à l'Olympia. On va revenir dans le tour nouveau qu'on va faire. On va toucher 3 continents pour le moment, mais je crois qu'on va sûrement... à faire beaucoup plus de concerts dans tout le monde entier. Et sera un tour incroyable. Alors Umberto, qu'avez-vous prévu sur scène pour ce show final? J'aurai, en plus de ma band, sera un orchestre avec de violons, avec de philharmonique, cordes. Un chose, oui. Similaire comme ça, c'est un big band. Et en plus, je vais faire dans les nouveaux lives, je vais faire sûrement 4 chansons de ma dernière production que je suis en train de terminer, qu'il va sortir septembre-octobre, une chose comme ça. Mais dans les lives que je commencerai à faire avec cet orchestre, je vais faire sûrement 4 quelques chansons plus de nouveau dans cette tour. Et quand on vend 80 millions d'albums, qu'on fait 2000 concerts, à chaque fois qu'on se retrouve sur scène, on est face à un nouveau public. C'est un nouveau public ou c'est un public qui vous suit depuis toujours, depuis toutes ces années? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un public de plusieurs générations.
Et ça, c'était la chose qui m'a étonné, parce que quand tu vois qu'il y a de très gens qui viennent te voir, et c'est une surprise parce que tu penses comment ils font reconnaître toutes les chansons. Oui, mes chansons. Mais ça, c'est la surprise, la belle surprise qu'on a eue dans notre vie. C'est quoi le secret, Umberto Tozzi, d'une belle chanson d'amour? Il n'y a pas de secret, non. Il n'y a pas de secret parce que nous, on est des créatifs, on est sûrement un talent, mais on ne sait jamais les chansons que tu écris ou combien de temps elle va rester. Pour moi, c'était impensable d'avoir écrit des chansons qui après 45 ans ils sont encore là et que tout le monde les chante. Ça, c'est vraiment quelque chose de particulier. Je dois dire merci à mon Dieu qu'il m'a donné cette chance. Et si c'est la dernière tournée, c'est parce que vous avez des projets après, ou est-ce que... Bon, ça c'est une chose il y a des ans que je pense à ça. Et maintenant, j'ai pris cette décision parce que, bon, elle sera quand même une tour longue parce qu'on fait vraiment 3-4 continents sûrement, et je sais pas combien de temps elle va durer, mais bon, je veux dire, rencontrer à tous les publics dans le monde entier qui m'a suivi jusqu'à maintenant et être, remercie pour tout la fidélité et l'émotion qu'ils m'ont donnée. Il y a une chose qui est étonnante chez vous, c'est que plus le temps passe, plus on sent que votre voix devient meilleure. Ah oui. Plus vous montez en puissance. Est-ce que vous ressentez ça ou pas? Bon, je dois dire une chose de moi, que peut-être qu'avant, bon, je suis timide. J'étais timide, un peu plus. Maintenant, je reste timide, mais je sais pas, je suis un peu différent. Je suis plus ouvert à tout, à les rencontres avec vous, les journalistes et tout. Peut-être qu'avant, j'étais un peu plus... Il y a une assurance. Oui, assurance. oui. Bon, mais je sais pas, c'est un... Mais on change. Hein. Bon, j'espère d'être changé en mieux. Oui. En tout cas, merci. Et puis nous, on est heureux. On sait qu'on pourra vous voir le 11 mai 2025 ici, à l'Olympia, entre les États-Unis et l'Australie, finalement. Grazie. Merci, Umberto. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous tous de nous avoir suivis avec David. Nous vous souhaitons de passer un bon dimanche à l'écoute de Sud Radio. On se retrouve la semaine prochaine. Et on se retrouve dimanche prochain à 7h49 dans la matinale de Jean-Marie Bordry pour notre chronique Y a pas d'âge pour pousser un coup de gueule. Et on se retrouve entre 12h et 13h avec plein de nouveaux rendez-vous. Allez, bonne semaine à tous et soyez sages. Bonne semaine. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.